continuons cette cybermatinée sécurité dans la région Occitanie. J'ai le plaisir d'accueillir Benoît Grunenwald, qui est porte-parole d'EZ. Benoît, bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer à discuter ensemble, juste, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de EZ, un peu le périmètre de la société? Oui, EZ est un acteur européen. Nous sommes aujourd'hui 2500, plus de 2500 dans le monde. Cela représente 600 chercheurs. Et nous sommes premier éditeur européen classé par Gartner. C'est-à-dire que dans le top 4 mondial, eh bien, il y en a un seul qui est européen et c'est EZ. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que nous protégeons grâce à la technologie EZ et notamment grâce à un partenariat avec Google Chrome et le Google Play Store, plus d'1 milliard d'internautes à travers le monde. C'est un partenariat qui est assez intéressant parce qu'on a souvent reproché à Google Play Store de mettre à disposition un certain nombre d'applications malveillantes. Et grâce à ce partenariat, on est fiers de pouvoir participer à la diminution massive d'applications malveillantes sur le Google Play Store. Et puis, on a un certain nombre de clients. Aujourd'hui, c'est 110 millions à travers le monde en propre. C'est important parce que ces clients nous aident à avoir de la télémétrie qui permet d'agrémenter nos chercheurs, nos laboratoires. On peut citer notamment la Gendarmerie nationale, SPI Batignolles, cybermalveillance. Et puis on travaille également, bien entendu, avec Europol pour pouvoir faire avancer la lutte contre les cybermenaces. Et puis un point sur nos technologies rapides, nous fonctionnons en mode multicouche parce qu'on sait qu'une seule couche de protection n'est pas suffisante pour pouvoir faire face aux menaces. Et notamment, donc là on parle de l'endpoint traditionnel sur lequel on va arrêter les différentes tentatives, que ce soit notamment en mémoire, des attaques avancées qui n'utiliseraient pas de fichiers mais qui se découvriraient en mémoire. Et voilà, ce sont des points qui sont importants sur lesquels on revient d'ailleurs dans des web séminaires que l'on intensifie du fait de la situation. Donc si vous voulez en savoir plus sur les technos, on sera ravis de vous accueillir en web séminaire. Monsieur Grunenwald, je voulais, bonjour. Bonjour. Je voulais passer en revue avant de voir les principes bénéfices atouts, notamment la technologie EDR. Peut-être en préambule, quels conseils vous pouvez donner en cette période peut-être aussi délicate actuelle qu'on traverse? Quels conseils en cybersécurité vous pourriez donner aux entreprises, organisations publiques, privées? Alors il y a un conseil qui est un peu out of the box, qui est n'oubliez pas ce que vous avez sur votre site qui lui est vide. On pense notamment au réseau Wi-Fi, on pense à l'économie d'énergie bien entendu, sauver la planète en éteignant ce qui n'est pas utile. Et puis on peut se dire que nos voisins, si on en a, peuvent se dire qu'ils auront une meilleure connexion Internet avec une liaison d'entreprise et peuvent peut-être essayer d'attaquer le réseau pour pouvoir agréger et utiliser, avoir une bonne bande passante. Et puis on peut se dire également que lorsque l'on va permettre aux employés de télétravailler, d'accéder au réseau, notamment par VPN, se demander si celui-ci est bien segmenté et si les accès que l'on laisse depuis l'extérieur sont bien équivalents à ceux que l'on laisserait quand on est à l'intérieur de l'entreprise. On va revenir un petit peu sur le fameux EDR. On en a entendu beaucoup parler aussi bien aux Assises de la sécurité à Monaco ou au FIC à Lille. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition justement et le rôle de cette EDR et plus loin, EDR Sandbox? Alors, effectivement, l'EDR, c'est un terme qui est assez récent. Donc, cela veut dire Endpoint Detection and Response. Les mots qui sont importants, c'est vraiment détection et réponse à incident. Il y a une notion que l'on peut prendre avec l'EDR qui est presque celle du firewall, c'est-à-dire que lorsque vous avez un endpoint traditionnel, eh bien nous, éditeurs de solutions, on va faire en sorte de l'alimenter, l'utilisateur va le paramétrer en fonction de ses desiderata, mais c'est quand même nous qui jouons sur la détection. Avec l'EDR, l'utilisateur a la liberté de pouvoir manipuler sa solution de cybersécurité, ce qui n'est pas le cas avec l'endpoint traditionnel, et notamment on va se baser en partie sur des règles. Et ce sont ces règles, un peu comme avec un firewall, que l'utilisateur va pouvoir amener son EDR à détecter des comportements suspects. Et là aussi, par rapport au endpoint traditionnel, des comportements suspects qui ne sont pas liés à des fichiers. Notamment lorsque vous avez un PS exec qui va s'exécuter sur un réseau, eh bien c'est une application tout à fait légitime qu'un administrateur pourrait utiliser. C'est l'utilisation et le comportement du PS exec in fine qui lui va
poser souci et que l'EDR va détecter, à contrario de ce qu'on appelait avant l'antivirus, qui lui n'a pas de raison de détecter le PS exact comme une menace. Alors justement, sur la partie, il y a beaucoup de RSSI qui regardent et qui commencent à intégrer justement des EDR. Certains EDR étaient déjà de première génération. Aujourd'hui, on parle de deuxième, voire de nouvelle génération. Et il y en a quelques-uns, enfin, en tout cas quelques RSI, qui se posent la question de supprimer l'antivirus. Alors est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que ou l'EDR va effacer l'antivirus? Alors, dans la vision que l'on en a, c'est forcément complémentaire. Et d'ailleurs, on unifie, bien entendu, pour pouvoir réagir rapidement, notamment, et pour que la communication soit bonne, on unifie le endpoint traditionnel avec l'EDR parce que les éléments que l'on va chercher à contrer ne sont pas les mêmes. Voilà, le endpoint, c'est plutôt des fichiers et l'EDR, c'est plutôt des tactiques, techniques et procédures, des méthodologies utilisées. Et c'est cela que l'on va mettre à jour. Avec l'EDR, justement, on a toute cette tactique méthodologie qui communique beaucoup avec les autres infrastructures du SI, Oui. notamment sécurité, qui est réputée un peu cette technologie comme étant entre guillemets très verbeuse. Comment vous répondez, vous, à cette problématique? Alors, on répond très simplement déjà avec des API. Ça nous permet de nous connecter à des SIEM ou à d'autres Threat Intelligence Platforms. C'est important parce que l'on sait que pour réagir vite, il faut effectivement centraliser, collecter et corréler un certain nombre de points d'information. On répond également par l'affirmative. Oui, c'est verbeux, forcément. Oui, il faut du stockage. Oui, il faut de la capacité de traitement parce que ce que l'on va chercher n'est pas lié à un fichier en particulier que l'on va définir ou pas malveillant, mais bien sur des enchaînements. Et pour ça, il faut de la capacité de calcul et du stockage. Et ça veut dire que c'est des prérequis, donc est-ce que c'est des contraintes aussi pour l'entreprise? À partir du moment où on se pose la question de l'EDR, c'est que l'on a une certaine maturité en cybersécurité, que l'on a déjà mis en place un nombre de dispositifs importants. Et donc, quand on a cette maturité, le problème du coût et de l'implémentation de l'EDR vient de manière sous-jacente. Ce n'est pas la première question que l'on va se poser. La première question que l'on va se poser, c'est plutôt qui et comment je vais piloter mon EDR. Est-ce que j'ai les ressources en interne pour pouvoir justement comprendre, pour pouvoir implémenter l'EDR? Alors bien sûr, il y a toute une partie qui est assez simple. C'est sur le endpoint, on met un agent. Celui-ci est plutôt léger. Et une fois qu'on l'a déployé, c'est effectivement là où on va commencer à avoir des éléments très verbeux qui vont monter dans un point central. Et de ce point central, eh bien, il va falloir corréler les actions, aller détecter les faux positifs aussi, parce que nous, sur le endpoint traditionnel, on se charge des faux positifs, mais sur un SI standard, on va devoir l'adapter, on va devoir dire je travaille de cette manière-là, et moi je vais par contre sortir les éléments propres à mon fonctionnement pour faire en sorte que mon EDR ne détecte pas des comportements bienveillants comme malveillants. Une question sur la base de connaissances, parce que justement, vous parliez tout à l'heure de la partie comportementale. Aujourd'hui, c'est quoi comme base de connaissances à l'intérieur de l'EDR? Vous avez parlé de la threat intelligence, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments? Alors, on va s'appuyer sur des règles qui sont sous format IARA pour la plupart, que l'on peut exporter, éditer et ensuite réimporter ou directement les exporter sur l'interface. On va également avoir Mitre et Attaque qui fournit un grand nombre de tactiques techniques et procédures. Et ces règles-là vont être à la fois enrichies et personnalisées par nos connaissances, des données de sources ouvertes comme Mitre et Attaque et tout ce qui est celle propre à nos clients qui eux-mêmes vont déterminer les comportements qu'ils souhaitent soit regarder, soit analyser a posteriori. Et quand on parlait de la verbosité, c'est également un point très important. Quand on parle de conformité et qu'on parle de forensique, d'analyse, de réponse à incident, c'est important de pouvoir remonter, ne serait-ce qu'au patient zéro. Et du coup, en stockant toutes ces informations, on va pouvoir aller rechercher et véritablement rejouer les scénarios d'attaque. Et ça, c'est un gain qui est important. Si on prend la conformité, par exemple, on peut se dire que une autorité de contrôle nous pointe et dit voilà, ces informations-là qui sont les vôtres sont sorties. Eh bien, grâce à cet EDR, on va pouvoir remonter et dire écoutez, en tout cas, dans mon périmètre, non. Après, toute la responsabilité avec le sous-traitant, mais dans mon périmètre, non. Et, par contre, voilà, je vois que cette information, à un moment donné, est sortie vers tel sous-traitant ou vers tel tiers, et on va pouvoir se pencher là où est vraiment partie la donnée.
Est-ce que vous avez un exemple à nous partager sur justement quelqu'un un de vos clients qui a mis l'EDR en place et quels sont les résultats? Parce qu'on entend beaucoup parler de la mise en place et de l'intégration, mais un petit peu moins aussi du retour d'expérience. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Alors, dans le secteur pharmaceutique notamment, nous avons un bon exemple d'un client qui utilise notre EDR. Les mises en place, comme je le disais précédemment, se passent généralement assez bien parce que quand on va sur l'EDR, on a de la volonté. Et ensuite, dans les gains, dans la pharmacie, dans le milieu pharmaceutique, il y a quand même pas mal de contraintes législatives. Et on est sur un gain qui est de visibilité. Aujourd'hui, on n'a pas eu à contrer, grâce à l'EDR, une attaque en particulier, mais voilà, c'est vraiment l'objectif, notamment sur les ransomware aussi, de pouvoir anticiper au plus tôt et limiter au plus tôt la propagation d'un ransomware dans un système d'information. Donc ça veut dire que c'est des gains qui sont plutôt en termes d'anticipation plutôt que de réaction. C'est quelque chose qu'on met vraiment, qui est pensé en amont de la gestion des risques. Complètement. Et c'est bien, c'est tout l'intérêt de l'EDR, c'est prévenir plutôt que guérir. On est souvent à courir après les menaces, après les cybercriminels, après les groupes d'attaquants de plus en plus équipés et professionnels. Et donc avec l'EDR, on va effectivement pouvoir anticiper et bloquer au plus près de l'attaque, surtout des attaques silencieuses de type APT qui arrivent à rentrer par des mécanismes auxquels on ne s'attend pas forcément ou des mécanismes légitimes. Benoît Grunwald, merci beaucoup pour cet échange. Merci. Et à bientôt.